Jour 1. Nuit profonde sur la mer de Chine orientale. Depuis plusieurs jours maintenant, Xi Jinping déplace sa flotte de 6 sous-marins de classe Sheng de type 93 en position. Chacun mesure un peu plus de 110 mètres de long et est capable de tirer des missiles de croisière sur des cibles navales et terrestres. Ces sous-marins convergent vers la mer de Chine orientale avec un seul objectif en tête, la base navale d'Okinawa. La base que les États-Unis ont établie avec le Japon pour protéger à la fois leurs propres ambitions militaires et renforcer leurs relations trilatérales avec le Japon et la Corée du Sud, abrite environ 3000 soldats actifs. C'est la plus grande base américaine au Japon et serait probablement la première à lancer une contre-attaque en cas d'agression chinoise. Jinping le sait, et c'est pourquoi il lance une attaque surprise pour neutraliser la base et la rendre non pertinente. De plus, pour Xi, Okinawa héberge environ 70% de toutes les bases militaires américaines au Japon. Alors que ces sous-marins attaquent la base navale d'Okinawa, il déchaînera des dizaines de bombardiers Xi'an H-6, Nanshan-Q 5 et Tupolev 216 pour attaquer d'autres bases américaines sur l'île japonaise. Il n'anticipe pas la destruction totale de toutes ces bases, mais comme un premier salvo dans sa guerre contre le US, il croit que l'attaque non seulement affaiblira l'Amérique, mais rendra également le Japon moins susceptible d'être capable de lancer une réponse immédiate. L'ordre est donné. Les sous-marins de type 93 tirent dans leurs missiles de croisière. Les supersoniques YIG-18 s'élancent dans le ciel, guidés vers la base américaine d'Okinawa par leur système de pointage avancé. Les sous-marins déploient aussi leurs autres équipements. Les missiles Iraji-92 frappent les navires américains en mer de Chine orientale, avec des mines à roquettes et des torpilles causant plus de dégâts. En même temps, les bombardiers de la Chine décollent de son porte-avions Fujian. Ils se dirigent vite vers Okinawa, esquivant les défenses aériennes, grâce au chaos causé par les sous-marins de type 93. La majorité a réussi à livrer leur charge. En quelques heures, l'attaque chinoise a ravagé la majeure partie des États-Unis. Présence militaire au Japon. La guerre est officielle. Xi Jinping a porté le premier coup. Le deuxième jour, le président Joe Biden est dans un état de choc incrédule. Il était au courant des mouvements de la Chine. Il savait que le pays rassemblait certains de ses sous-marins dans la mer de Chine orientale et avait reçu des rapports sur le porte-avions Fujian dans la région. Mais lui et ses responsables du renseignement pensaient que le Japon serait la cible. Techniquement, c'était le cas, mais ils n'avaient pas anticipé que l'attaque de la Chine se concentrerait autant sur les bases d'Okinawa en Amérique. Ce n'était pas seulement une attaque contre le Japon. En fait, le Japon n'était que des dommages collatéraux pour la Chine dans leur objectif d'infliger un coup dévastateur aux États-Unis. Après une journée remplie de briefings de presse et de rapports de ses officiers militaires, Biden savait qu'il avait un atout dans sa manche que Xi Jinping n'avait pas considéré. L'article 5 du traité fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord stipule que si un membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est victime d'une attaque armée, chaque autre membre de l'Alliance considérera cette attaque comme un acte de violence commis contre tous ses membres. En réponse, ils prendront les mesures qu'ils jugent nécessaires pour aider l'allié de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été attaqué. C'est une initiative de défense collective conçue pour dissuader tout pays assez imprudent pour commencer une guerre avec un membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il est clair pour Biden que la frappe de la Chine visait à nuire aux États-Unis. C'est un acte de violence indiscutable. Des appels sont passés. Toutes les décisions de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sont prises suite à une discussion et une consultation avec tous les membres. Ce processus aboutit à un consensus sur une position commune, définissant la gestion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord vis-à-vis de la Chine. Biden a passé les dernières heures de la journée à participer à l'une de ces consultations avec les dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, autres 30 pays membres. Il présente son cas. Les États-Unis est la nation la plus forte. Si les États-Unis affrontent seuls la Chine, cela les affaiblirait considérablement, nuisant à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans le processus. Les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sont d'accord. Ils voient à travers n'importe quel argument que Xi fait sur son attaque destinée à cibler le Japon, et ils parviennent à un consensus. Une attaque sur les États-Unis est une attaque sur tous, 30 membres. Troisième jour. Xi Jinping est informé du consensus de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il avait prévu que les États-Unis iraient vers ses alliés, et ce consensus confirme ses dires. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord n'est qu'une marionnette des États-Unis. Peu importe. La plupart des membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne sont pas suffisamment forts pour menacer l'armée en expansion rapide de la Chine. Oui, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne peuvent causer des problèmes. La Pologne a également constitué l'une des plus puissantes armées d'Europe au cours des 10 dernières années. Mais elle sait aussi que beaucoup de ses membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, surtout ceux en Europe, sont à un net désavantage. La guerre fait déjà rage en Ukraine.
plusieurs membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ayant déjà engagé des milliards de dollars, ainsi que d'énormes quantités d'équipements, dans l'effort de guerre ukrainien. La Russie reste un problème pour ses membres européens. En retirant leur soutien à l'Ukraine, ils confient la guerre à Poutine, augmentant ainsi l'influence russe en Europe. La Pologne ne peut pas se le permettre. Aucun pays européen ne le peut. Même si l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord dédie des troupes pour aider les États-Unis, elle ne pourra pas offrir son soutien total. Même si elle le pouvait, la majorité des nations de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord auraient du mal à atteindre la Chine, lui permettant d'attaquer ses frontières occidentales. Passer par la Russie n'est pas une option, pour des raisons évidentes, et il est peu probable que la chaîne de nations qui compose le Moyen-Orient coopère et permette le passage des troupes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en particulier l'Iran. Si l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord essayait d'attaquer en passant par l'Asie, elle devrait commencer des guerres avec des pays comme l'Iran et la Russie directement. Pas une option. Donc, toute attaque serait navale et devrait provenir des frontières occidentales de l'Amérique ou être exécutée par, en naviguant de l'Afrique à la Chine via l'Inde, Xi a eu ample temps pour lancer des contre-attaques. Tandis que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord prépare un plan, Xi intensifie ses attaques. L'ordre du jour concerne ensuite les 73 bases américaines en Corée du Sud et ce qui reste des 120 bases au Japon. Les États-Unis ont mobilisé leurs atouts navals, mais ils sont insuffisants face aux forces aériennes et navales chinoises combinées. Actuellement, Xi peut semer le chaos tout en préservant ses troupes sur le sol chinois. Si l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord veut gagner cette guerre, elle devra trouver un moyen d'entrée. 4e jour. Les États-Unis ont accepté que le sacrifice de nombreuses de ces bases en Corée du Sud et au Japon soit une inévitabilité. Le sacrifice offre du temps à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, encourageant aussi le Japon et la Corée du Sud à se rallier à la lutte. Aucune des deux nations n'a déclaré la guerre officiellement jusqu'à présent. Sur la Chine parce qu'il se méfie de la menace nucléaire de Pékin. Selon l'Association de contrôle des armes, Xi Jinping dispose de plus de 400 armes nucléaires, avec le Japon et la Corée du Sud, ayant un total combiné de 0. Ils doivent attendre l'attaque de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord avant de se joindre à eux. Alors que Xi attaque les bases au Japon et en Corée du Sud, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord élabore un plan. Utiliser l'Australie comme base d'opération pour permettre aux forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'attaquer la Chine depuis le sud. L'Amérique a déjà installé 7 bases dans le pays, abritant plus d'1 millier de soldats. La relation solide entre la Grande-Bretagne et l'Australie est bénéfique, avec 4 bases britanniques installées en Australie. Il ne reste qu'à avoir l'approbation australienne. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord s'est adressée au Premier ministre australien, Anthony Albanese. Son argument est simple. La Chine a commencé sa marche vers la domination mondiale. En s'attaquant d'abord aux États-Unis, elle espère affaiblir les forces occidentales qui pourraient l'empêcher de faire basculer l'équilibre géopolitique mondial. Qui Albanese pense-t-il que la Chine visera après les États-Unis hors de portée? Le Japon? La Corée du Sud, l'Australie? L'argument est solide et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peut aussi mentionner ses liens étroits existants avec l'Australie. Bien que l'Australie ne soit pas un membre officiel, elle a travaillé avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en Afghanistan. Elle a déployé des troupes de la force de défense australienne, Australian Defence Force, pour collaborer avec la Force internationale de sécurité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pendant le conflit en Afghanistan. De plus, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Australie ont signé plusieurs accords liés à la construction de la défense, et l'Australie est l'un des partenaires d'opportunités renforcés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. C'est un membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en tout sauf en nom, argue l'organisation, et il aura besoin d'aide pour se protéger contre la menace chinoise imminente. Albanese est d'accord. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord mobilise ses atouts navals toute la journée. Les États-Unis déploient leurs navires de classe Cyclone sur leur côte ouest. Toute attaque chinoise devrait passer par là, car si la Chine tentait d'attaquer via l'Atlantique, elle exposerait ses atouts navals aux assauts des nombreux membres européens de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les États-Unis mobilisent des navires de classe Cyclone, déploient des navires de contre-mesure de mines de classe Avenger, qui seront essentiels pour déminer la mer de Chine orientale, ainsi que la majorité de sa flotte de 40 sous-marins de classe Los Angeles, une poignée restant stationnée dans le Pacifique pour se prémunir contre les navires chinois. Ils sont accompagnés par des navires de combat de classe Freedom, positionnés au large de l'Australie pour contrer les attaques chinoises, avec des navires transportant des milliers de soldats américains. La Grande-Bretagne envoie également une flotte. Des navires d'assaut, frégates et destroyers se dirigent vers l'Australie, y compris le chasseur de mines Her Majesty's Ship Bangor. Le Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, un énorme porte-avions, quitte également les eaux britanniques pour un long voyage vers l'Australie. D'autres nations organisations du Traité de l'Atlantique Nord contribuent également. La France envoie plusieurs de ses frégates, corvettes et sous-marins de missiles balistiques de la classe Le Triomphant.
Le Canada et les États-Unis déploient des navires pour défendre leurs frontières occidentales. Les autres membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont pour mission de financer l'Ukraine pour contenir les Russes. Après tout, le succès de la Russie en Ukraine offre à Poutine l'opportunité de fournir un soutien considérable à la Chine, s'il choisit de le faire. Même une Russie affaiblie serait un allié dangereux, donc les autres membres européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord doivent continuer à fournir à l'Ukraine de l'argent et de l'équipement pour prolonger encore cette guerre. Au 5e jour, la collaboration de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avec l'Australie n'est pas étonnante. Ici réfléchit dans son bureau à son prochain mouvement. Une attaque sur l'Australie maintenant pourrait l'affaiblir avant l'arrivée des troupes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais il ne veut pas risquer une attaque terrestre. De plus, l'Australie a mobilisé sa marine dans une formation défensive à l'intérieur du pays, frontière nord. Cette marine n'égale pas celle de la Chine en nombre pur. Elle sait qu'il a plus de 700 navires comparés aux 43 de l'Australie. Il pourrait attaquer maintenant et utiliser les jours qu'il faudra pour que les forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord arrivent en Australie pour submerger le pays. Mais il a un autre problème. Et la Corée du Sud ont commencé à se mobiliser. Galvanisés par la nouvelle que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est en route, tous deux ont mobilisé leur marine dans des postures défensives. La flotte japonaise de 155 navires n'est pas comparable à celle de la Chine, ni à celle de la Corée du Sud, de 200 navires. Combinés, ils posent un gros problème, auquel Xi doit détourner au moins la moitié de ses ressources navales. Xi maintient une forte présence navale en mer de Chine orientale et en mer du Japon, encourageant les escarmouches avec les marines japonaises et sud-coréennes. Il déploie le Liaoning et le Shandong, les deux porte-avions de la Chine, pour gérer les navires de l'Australie. Ils amènent 57 chasseurs Shenyang J-15 dans la mer de Chine méridionale et la mer des Philippines. Jours 6 à 10, ce qui suit, ce sont plusieurs jours de tentatives de frappe contre les navires de guerre australiens. Silence vague après vague de J-15 depuis ces porte-avions, chacun équipé de canons de 23 ou 30 mm, ainsi que des missiles de croisière, PL-7, PL-8, PL-9 et PL-12. Chacun de ces avions qui se trouve à portée d'un navire australien est capable de larguer diverses bombes, y compris des bombes guidées pour couler la marine australienne. Mais l'Australie n'est pas sans défense dans les airs. Même si l'Australie n'a pas de porte-avions, elle dispose de 24 jets de combat. Cela peut ne pas sembler beaucoup comparé aux 1207 chasseurs de la Chine, mais les capacités de la Chine sont limitées aux 56 J-15 sur ses porte-avions. Bien que ce soit toujours un match inégal, les jets australiens peuvent voler depuis leur territoire d'origine, effectuer des bombardements et engager les J-15 chinois dans un combat aérien pour protéger une partie de leur flotte. Les troupes, navires et avions américains et britanniques sont aussi engagés, apportant un soutien additionnel à la défense australienne. Les Australiens doivent simplement attendre les renforts. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est en route. Des troupes sont quotidiennement acheminées en préparation d'une attaque totale depuis l'Australie. Il faudra au moins 5 jours de plus pour que la flotte de sous-marins de classe Los Angeles de l'Amérique arrive, ce qui sera suffisant pour effrayer les porte-avions de la Chine. Leurs chargements de missiles Tomahawk et de torpilles Mark 48 sont suffisants pour causer de sérieux dommages aux porte-avions de la Chine, si ce n'est pas pour les couler carrément. La Chine peut seulement maintenir son assaut aérien pour quelques jours, avant le retour de ses porte-avions au port. Les autres forces navales de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord arriveront dans les prochains jours, renforçant les défenses australiennes pour préparer une contre-attaque. Jour 20. Les forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sont en Australie. Les navires et sous-marins américains, britanniques et français sont prêts pour le combat en mer de Chine méridionale et orientale. Xi Jinping s'attend à ce que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord commence à débarquer des troupes en Chine, ou du moins à essayer de le faire, où ces énormes forces terrestres seront en mesure de les repousser. C'est un effet de filtrage. Certains s'engagent dans la guerre terrestre. La Chine, avec ses effectifs supérieurs, l'emporte. La Chine emploie sa marine côtière pour ralentir les navires de débarquement et conserver idéalement l'effet de filtrage. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au cours des jours suivants, les forces navales de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord font peu pour faire de véritables percées dans les mers chinoises. Au lieu de cela, ils s'organisent en formation défensive, créant essentiellement une barrière entre la Chine et l'Australie. Des renforts de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord arrivent aussi au Japon, avec leurs forces navales combinées, confinant principalement la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale. C'était inattendu. Xi prévoyait que sa provocation inciterait l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à attaquer sur le sol chinois. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Il se creuse la tête pour trouver une réponse et ne trouve rien. Il tente de lancer des attaques navales contre la barricade, mais il rencontre une opposition suffisamment forte pour garder ses navires enfermés et il réalise rapidement que son énorme marine
principalement composé de petits navires, n'a pas le tonnage brut nécessaire pour rivaliser avec les forces combinées de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de l'Australie, de la Corée du Sud et du Japon. Du 21e au 30e jour, le plan de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se déroule parfaitement. Envoyer une telle énorme flotte en Australie sous le prétexte de l'utiliser comme base d'opération pour lancer une attaque a trompé Xi Jinping. Ce n'était jamais le plan. L'Australie a vaillamment résisté en attendant les forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, renforçant ainsi sa défense contre l'agression chinoise. Même les espions chinois en Australie ont signalé une contre-attaque imminente. Entre-temps, le Japon, les États-Unis et le Canada ont coopéré pour créer des défenses à travers l'océan Pacifique. Les navires chinois ne peuvent pas briser leur blocus vers les États-Unis sans être détectés, ce qui signifie qu'une guerre terrestre sur le sol américain n'est pas une possibilité. La stratégie de lier la Russie et l'Ukraine a également bien fonctionné. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord persiste à alimenter Zelensky en fonds et matériel, accentuant la méfiance de la Russie, de faire d'autres provocations sur le théâtre européen. La Pologne et l'Allemagne en particulier ont parlé dans les médias de la manière dont elles seront forcées de répondre si Poutine permet à la Chine d'envoyer ses troupes à travers la Russie et sur le continent européen. S'y compter sur la Russie pour un passage sûr pour attaquer l'Europe. Cela ne se reproduira pas, sauf si la Chine peut soutenir l'effort russe en Ukraine, ce qu'elle ne peut pas. Elle s'efforce déjà de franchir la nouvelle barricade de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si elle est dans l'impasse, le pire est imminent. Jour 31 à 40, avec une barricade établie autour de l'Australie, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord tourne son attention vers d'autres mesures. La Fondation Carnegie pour la paix internationale souligne que l'économie chinoise repose fortement sur le commerce maritime. Un énorme 52,1% du produit intérieur brut du pays est maritime, avec environ 60% de son pétrole acheté auprès de sources internationales. De ces 60%, la majeure partie, soit 90%, arrive par voies maritimes. Sans le pétrole importé, la Chine commencera à s'effondrer. Elle dépend fortement de ce pétrole pour son secteur énergétique, une opportunité pour l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sait maintenant qu'elle ne peut pas bloquer tous les canaux vers la Chine. L'Iran contrôle principalement le détroit d'Ormuz, et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne peut pas convaincre les Iraniens de la soutenir. Après tout, ce pays est aussi anti-occidental que la Chine et serait probablement un allié dans ce conflit. Il peut toutefois couper d'autres routes. Des patrouilles pourraient ralentir les navires commerciaux apportant du pétrole à la Chine autour du cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. C'est aussi le cas pour les détroits de Malacca et Singapour. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a intelligemment cultivé de solides relations avec les pays qui contrôlent ces détroits, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie. Une réunion bilatérale entre le ministre de la Défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et des représentants indonésiens a eu lieu en octobre 2023, l'organisation effectuant également des visites à Singapour via son comité des sciences et de la technologie depuis au moins mai 2019. La Malaisie est une exception en ce sens qu'elle n'a pas une telle relation directe avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On pourrait soutenir que le pays est plus un allié de la Chine qu'il ne l'est de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais à tout le moins, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord peut semer des graines de mécontentement entre les trois nations contrôlant les détroits de Malacca et de Singapour pour ralentir le passage du pétrole à travers eux. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord imposera sa présence dans les mers de Chine, méridionale et orientale. Même le pétrole qui parvient à traverser les diverses routes menant à la Chine doit naviguer sur ces mers. Un blocus à plusieurs niveaux peut ralentir ou même empêcher de nombreux navires transportant des exportations hors de Chine, ainsi que des importations et du pétrole dans le pays. La stratégie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'éclaircit. Cela va toucher Pékin au portefeuille, car il sait que la flotte chinoise ne peut pas égaler le tonnage ou la puissance de feu des forces navales de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord combiné. Jour 41. Xi Jinping est en panique. Des rapports signalent déjà des retards de navires commerciaux. Le blocus naval de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord rend incroyablement difficile l'arrivée des navires dans les ports de la Chine. Même ceux qui y parviennent arrivent à un rythme si lent qu'ils ne pourront pas soutenir la Chine commercialement ou en termes de ses besoins énergétiques. Puis vient d'autres mauvaises nouvelles économiques. Avec son blocus naval établi, les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord annoncent simultanément des sanctions contre la Chine. Japon, Corée du Sud et Australie suivent. Coût économique après coût économique arrive en cascade. Les États-Unis imposent des limites sévères sur les importations chinoises, causant un impact massif dans les 562,9 milliards de dollars que la Chine gagne en exportant des biens aux États-Unis. Annuellement, au Royaume-Uni, des sanctions similaires prennent une partie du presque 80 milliards de dollars d'importations annuelles du pays.
Chaque nation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, comme l'Allemagne, la Pologne, la France et le Canada, agit pour stopper le flux financier vers la Chine. Ils imposent aussi des sanctions sur leurs exportations, limitant ce que la Chine peut recevoir, encore plus aux côtés du blocus naval. Cela se transforme en désastre pour Xi Jinping. Il prévoyait que sa guerre contre les États-Unis impliquerait la Corée du Sud et le Japon. Il a attaqué directement des bases dans les deux pays. Il anticipait même que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se joindrait à la guerre, malgré ses doutes, à l'abri de nombreux pays de l'organisation en raison de leur positionnement européen. Mais il ne s'attendait pas à un blocus, et il ne peut rien y faire. Aussi grande que puisse être sa marine, elle est principalement composée de navires de patrouille en haute mer, un peu plus de 125, tous inutiles face au blocus de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ils n'ont aucune chance de percer. La flotte possède encore 72 sous-marins et 71 corvettes, mais les forces combinées de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord égalent facilement cela. Ces frégates et destroyers sont aussi inefficaces, car ils rencontrent des navires similaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Xi lutte pour une impasse dans les eaux qui entourent son pays, chaque jour qui passe créant plus de pression monétaire et liée aux ressources. Pourtant, il a encore un tour dans sa manche. 3 en fait. Jour 42. Le Cascading Steel Sheets, 4 mode 3, le DF-41 et le Cascading Steel Sheets, DX mode 2. Ces 3 missiles balistiques intercontinentaux, ont une portée permettant d'atteindre les États-Unis et l'Europe. Le Cascading Steel Sheets, 4 mode 3, a la plus grande portée des 3, capable de parcourir un peu plus de 8000 miles. Les 2 autres ne sont pas loin derrière en termes de portée, atteignant près de 7500 miles pour le DF-41 et un peu moins de 7000 miles dans le cas du Cascading Steel Sheets, DX mode 2. Los Angeles est à 6265 miles de Pékin, rendant une frappe nucléaire avec l'un de ses missiles possibles. Dans l'autre sens, Munich est à environ 4800 miles, Paris 5102 miles, et Londres est à peu près à la même distance. Si elle le souhaite, elle peut actuellement lancer des missiles nucléaires sur ces 3 villes. Elle sait qu'un tel lancement provoquerait une réponse de chaque nation, prête à l'emploi nucléaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela concerne le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, qui disposent tous de sous-marins pouvant lancer des armes nucléaires. La Chine peut faire peu pour se protéger contre ces sous-marins. Ses propres sous-marins sont soit détruits, isolés dans des eaux lointaines, ou bloqués dans les mers de Chine méridionale et orientale. Il ne peut tout simplement pas égaler la puissance nucléaire combinée de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Malgré son investissement massif dans le nucléaire, la Chine possède seulement environ 410 armes nucléaires. C'est plus que la France et le Royaume-Uni, qui ont respectivement 290 et 225, mais c'est moins d'un tiers du nombre des États-Unis. En associant les armes nucléaires américaines, françaises et britanniques, la Chine pourrait être confrontée à plus de 2000 missiles, contre ses 410. Son gouvernement ne peut supporter l'impact d'une défaite face à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur sa crédibilité. La Chine s'est présentée comme l'alternative à l'hégémonie géopolitique américaine depuis des années. Se rendre à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord maintenant éclipserait tout ce que Xi Jinping a accompli au cours de la dernière décennie. Il serait évincé rapidement, et même si la Chine admettait la défaite, elle se relèverait probablement rapidement. Quelqu'un d'autre le remplacerait, le nationalisme qu'il a tant travaillé à encourager étant l'impulsion pour une reconstruction qui pourrait conduire à un futur conflit. Il vaut mieux frapper maintenant, à moins qu'un compromis puisse être trouvé. Jour 43, une conférence vidéo se déroule. Sont présents Xi Jinping, Joe Biden, le Britannique Rishi Sunak, le Français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et tous les autres chefs d'État qui dirigent un pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Xi suggère une trêve lors de cette réunion. L'important est que la guerre entre la Chine et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se termine, sans défaite de part et d'autre. Les deux s'engageront dans un cessez-le-feu prolongé. La Chine cesserait les attaques au Japon et en Corée du Sud, laissant les États-Unis pour rebâtir ses bases dévastées. En retour, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord lève le blocus pour rouvrir le commerce. Si ces conditions sont acceptables, dit Xi, nous avons certaines armes qui peuvent atteindre les grandes villes de chaque nation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Xi Jinping fait un pari audacieux, espérant que la menace de destruction assurée peut mettre fin à la guerre qu'il a commencée tout en lui permettant de sauver la face. Il pourra tourner cela à son avantage. Il pourrait dire que la Chine aurait facilement écrasé les États-Unis. Cela ne s'est pas produit uniquement grâce à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et aux alliés américains de l'Indo-Pacifique. Les chefs de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord envisagent la proposition. La menace nucléaire chinoise est réelle, mais Pékin sait qu'elle est plus dangereuse pour eux. En plus de cela, des rapports fuitent indiquant que les missiles de la Chine
pourraient ne pas être aussi fiables qu'ils doivent l'être pour rendre cette menace crédible. Biden commence à parler. Il indique que Xi, comme tous les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sait que ces menaces nucléaires peuvent être confrontées à des menaces plus grandes. Il souligne également la purge que Xi a menée vers la fin de 2023 et les rapports indiquant que certains des missiles de la Chine sont remplis d'eau plutôt que de carburant. Biden tourne le couteau dans la plaie. Xi Jinping est-il confiant que ces missiles nucléaires peuvent aller aussi loin que les revendications, la corruption rampante dans l'armée chinoise? A-t-elle affecté sa capacité à mener une frappe nucléaire réussie? Xi ne répond pas. Il croit qu'il peut mener sa frappe, même si certains de ses missiles sont compromis, mais il ne peut pas en être certain. La réunion de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord se conclut avec l'annonce que la décision sera communiquée demain. Jour 44. Des discussions ont fait rage au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pendant près de 24 heures. Certaines nations affirment la menace des frappes nucléaires chinoises. Suffit pour accepter la proposition de Xi Jinping. L'argument est particulièrement fort de la part des nombreux membres qui ne peuvent pas lancer leurs propres armes nucléaires. Une minorité veut démasquer le bluff de Xi. Ils affirment que le président chinois sait qu'il ne peut pas. Tout lancement nucléaire depuis Pékin serait répondu par des lancements similaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. De plus, Xi devrait faire face à presque tous les pays du monde se retournant contre lui, alors qu'il se montre comme l'agresseur qu'il a toujours prétendu ne pas être. Il l'a déjà fait avec ses attaques sur les bases américaines. Il tente juste de sauver la face. Un consensus est atteint. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord décide de pousser pour un cessez-le-feu, bien que celui-ci voit la Chine abandonner beaucoup plus qu'elle ne l'espérait. Financièrement, elle devra aider le Japon, la Corée du Sud et l'Australie à se reconstruire après les attaques qu'elle a menées contre eux au nom de sa guerre contre les États-Unis et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Xi devrait aussi accepter un contrôle plus strict de son programme nucléaire. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Nations Unies, devenant ainsi plus transparentes sur ses ambitions militaires dans le processus. Ce n'est qu'alors que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord acceptera une trêve qui verra la levée de son blocus naval. Le message est transmis, Xi Jinping est confronté à un choix qu'il répugne à faire. Lancer des armes nucléaires chinoises en sachant que cette action entraînera la destruction de son pays, ou adhésion à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, entraînant probablement la fin de son mandat, et coûtant à la Chine des années d'efforts minutieux. Quel choix fera-t-il? Pensez-vous que la Chine mettra fin à sa guerre avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord dans un déluge de feu infernal déclenché par des dizaines d'armes nucléaires, ou l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Chine parviendront-ils à un compromis qui met fin à la guerre, tout en établissant que la défense collective de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord fonctionne? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, puis consultez Chine vs. la comparaison de la base militaire armée des États-Unis, ou regardez plutôt cette vidéo.